Il y a des questions qu'on n'a pas le droit de poser, pas parce qu'elles sont fausses, pas parce qu'elles sont dangereuses, mais parce qu'elles sont vraies et que leur vérité dérange des intérêts tellement puissants, tellement profondément enracinés dans les structures économiques et politiques de nos sociétés, que même les poser à voix haute suffit à vous faire traiter de conspirationniste, de dangereux, d'irresponsable. Galilée a posé une question qu'on n'avait pas le droit de poser et on l'a condamné à mort. Samuel Wise a posé une question qu'on n'avait pas le droit de poser et on l'a enfermé dans un asile. Gary Webb a posé une question qu'on n'avait pas le droit de poser et on l'a retrouvé mort avec 2 balles dans la tête et le coroner a conclu à un suicide. Aujourd'hui, je vais vous poser une question qu'on n'a pas le droit de poser. Pas parce que je cherche à vous effrayer, pas parce que je veux détruire votre confiance dans la médecine, mais parce que vous avez le droit de savoir. Parce que peut-être que vous avez un proche qui a eu un cancer, peut-être que vous avez vous-même reçu un diagnostic, peut-être que vous connaissez quelqu'un qui est en train de subir une chimiothérapie en ce moment même, qui perd ses cheveux, qui vomit pendant des jours, qui souffre d'une fatigue que les mots ne peuvent pas décrire, et qui fait tout ça parce qu'un médecin lui a dit que c'était la seule option. La seule option. Est-ce que c'est vrai? Voici la question. Est-ce que la chimiothérapie est vraiment la meilleure arme que l'humanité possède contre le cancer en 2024? Et la réponse que personne ne vous dira dans un cabinet médical, que vous ne lirez pas dans un journal grand public, que les laboratoires pharmaceutiques dépensent des milliards pour s'assurer que vous n'entendrez jamais. La réponse se trouve dans un article de 32 pages publié en 2004 dans une revue scientifique à comité de lecture. Une revue qui s'appelle Clinical Oncology, la revue officielle du Royal College of Radiologists du Royaume-Uni, l'une des publications médicales les plus respectées au monde. Cet article s'appelle « The Contribution of Cytotoxic Chemotherapy to 5-Year Survival in Adult Malignancy ». Ces auteurs sont 3 oncologues australiens, Graham Morgan, Robin Ward et Michael Barton. Et ce qu'ils y ont écrit a changé, ou aurait dû changer, la façon dont le monde entier pense au traitement du cancer. Mais ça n'a pas changé. Parce que personne n'en a parlé, parce que personne ne devait en parler. Et aujourd'hui, dans cette vidéo, je vais vous dire ce qu'ils ont écrit. Pour comprendre ce que Morgan, Ward et Barton ont découvert, il faut d'abord comprendre comment le monde médical mesure l'efficacité d'un traitement contre le cancer. Le critère principal, celui qu'on vous cite à la télévision, celui que les laboratoires pharmaceutiques mettent en avant dans leur publicité et dans leur présentation aux oncologues, c'est le taux de survie à 5 ans. C'est simple. On prend tous les patients qui ont reçu un diagnostic de cancer d'un certain type, on les suit pendant 5 ans, et on regarde combien sont encore en vie à l'issue de cette période. Si le traitement permet à 60% des patients d'être encore en vie 5 ans après le diagnostic et que le traitement B n'en maintient en vie que 40%, alors le traitement est considéré comme meilleur. Ce critère a une logique apparente, mais il a aussi un problème fondamental que la plupart des patients, et même la plupart des non-spécialistes, ne comprennent pas. Ce taux de survie à 5 ans mesure tous les patients traités, quelle que soit la cause de leur survie. Il mesure la survie globale, pas la contribution spécifique de la chimiothérapie à cette survie. Pour isoler la contribution de la chimiothérapie, il faudrait comparer les patients traités par chimio à des patients qui auraient eu exactement le même cancer, au même stade et qui auraient reçu soit aucun traitement, soit uniquement de la chirurgie ou de la radiothérapie sans chimio. Ce genre d'études randomisées contrôlées existe pour certains cancers et certaines combinaisons de traitements. Mais personne, avant Morgan, Ward et Barton, n'avait compilé toutes ces données pour calculer sur l'ensemble des cancers adultes et sur l'ensemble de la population australienne et américaine. Quelle était la contribution nette, isolée, spécifique de la chimiothérapie cytotoxique, c'est-à-dire des médicaments chimiques qui tuent les cellules cancéreuses, au taux de survie à 5 ans? Personne ne l'avait fait, ou plutôt, si quelqu'un l'avait fait avant eux, les résultats n'avaient jamais été publiés dans une revue grand public. Morgan, Ward et Barton l'ont fait. Ils ont compilé toutes les données disponibles dans les registres nationaux du cancer australien et américain pour les adultes diagnostiqués avec un cancer en 1988, l'année la plus récente pour laquelle 5 ans de suivi étaient disponibles au moment de l'étude. Et ils ont calculé la contribution de la chimiothérapie au taux de survie à 5 ans pour 22 types de cancers adultes. Le résultat pour l'Australie, 2,3%. Le résultat pour les États-Unis, 2,1%. 2,3% sur 100 personnes atteintes de cancer en Australie en 1988 et traitées par chimiothérapie. 2,3 d'entre elles, pas même 3 personnes entières sur 100, étaient en vie 5 ans plus tard, grâce spécifiquement à la chimiothérapie, et non grâce à la chirurgie, à la radiothérapie, à leur système immunitaire, à leur alimentation, au hasard ou à toute autre variable non contrôlée. 2,3%. Voilà ce que l'étude dit.
noir sur blanc, dans une revue publiée par le Royal College of Radiologists, sous la signature de 3 oncologues dont 2 exercent encore et dont les affiliations institutionnelles sont irréprochables. Prenez le temps de laisser ce chiffre résonner. 2,3%. Parce que si vous avez reçu un diagnostic de cancer dans votre vie, ou si quelqu'un que vous aimez en a reçu un, vous savez ce qu'on vous a dit. On vous a dit, vous devez commencer la chimiothérapie. C'est votre meilleure chance. On ne vous a pas dit, la chimiothérapie va augmenter vos chances de survie à 5 ans de 2,3%. On ne vous a pas dit ça. Parce que si on vous avait dit ça, vous auriez posé des questions. Et les questions, dans un cabinet d'oncologie, dans un système médical financé par les laboratoires pharmaceutiques, dans une institution dont les protocoles de traitement sont définis par des comités d'experts, dont la moitié ont des conflits d'intérêts directs avec l'industrie du médicament. Les questions ne sont pas les bienvenues. Mais attendez, parce que le chiffre de 2,3% n'est pas le plus dérangeant dans cette étude. Le plus dérangeant, c'est ce que Morgan, Ward et Barton écrivent dans leurs conclusions. Je vais vous lire la traduction exacte de ce passage parce qu'il mérite d'être entendu mot pour mot. Ils écrivent « Il est évident, à partir de ces données, que la contribution de la chimiothérapie cytotoxique à la survie à 5 ans chez les patients adultes atteints de carcinome est modeste. Compte tenu des coûts financiers de la chimiothérapie, de ses effets secondaires importants et de son impact limité sur la survie, il semble nécessaire de revoir, de façon critique, l'utilisation routinière de la chimiothérapie cytotoxique. Ils ne disent pas « notre étude a des limites ». Ils disent « revoyez de façon critique l'utilisation routinière de la chimiothérapie ». Ce sont 3 oncologues, des gens qui ont passé leur carrière à prescrire de la chimiothérapie, des gens qui travaillent dans le système. Et ils disent « il faut revoir de façon critique ce que nous faisons ». Cette conclusion a été publiée en décembre 2004 dans Clinical Oncology. Elle est disponible en ligne, librement accessible, elle a été citée dans la littérature scientifique des centaines de fois. Et elle n'a fait la une d'aucun journal grand public. Elle n'a déclenché aucun débat politique. Elle n'a modifié aucun protocole de traitement national. Elle est là, dans les archives d'une revue académique, comme un cri dans le vide. Pour comprendre pourquoi cette étude n'a provoqué aucune révolution médicale, il faut comprendre l'histoire de la chimiothérapie, pas l'histoire officielle. Celle que vous lisez sur les sites des grandes associations contre le cancer, l'histoire réelle, l'histoire qui commence pendant la Seconde Guerre mondiale, dans les tranchées d'un conflit qui a tué 50 millions de personnes et qui a, accessoirement, donné naissance à l'industrie pharmaceutique moderne. La chimiothérapie, le traitement du cancer par des substances chimiques toxiques, est né d'une observation fortuite, faite pendant la Première Guerre mondiale. Les soldats exposés au gaz moutarde, l'arme chimique la plus redoutée de la Grande Guerre, développait une aplasie médulaire sévère, une destruction de la moelle osseuse et des cellules sanguines. Des chercheurs ont remarqué que ce gaz tuait les cellules qui se divisaient rapidement. Les cellules cancéreuses se divisent rapidement, donc, en théorie, le gaz moutarde pourrait tuer les cellules cancéreuses. C'est sur cette base, l'utilisation d'un gaz de guerre contre les tumeurs, que la chimiothérapie moderne a été développée. En 1942, des chercheurs de l'université Yale, Louis Goodman et Alfred Gilman, ont injecté un dérivé du gaz moutarde, la moutarde azotée, à un patient atteint d'un lymphome en phase terminale. La tumeur a régressé temporairement. La médecine était en extase. Les résultats ont été classés secret militaire jusqu'en 1946, puis publiés. La course à la chimiothérapie était lancée. Mais voici ce que l'histoire officielle ne raconte pas. Au moment où Goodman et Gilman injectaient leur premier dérivé de gaz de guerre à un patient cancéreux, un autre chercheur, dans un autre pays, obtenait avec une approche radicalement différente des résultats que la médecine moderne a mis 100 ans à commencer à retrouver. Ce chercheur s'appelait William Bradley Coley, et son histoire est peut-être l'une des plus grandes tragédies de la médecine moderne. William Coley est né en 1862 dans le Connecticut. Il a étudié la médecine à Harvard, pas n'importe quelle université, et est devenu chirurgien orthopédiste au New York Cancer Hospital, qui allait devenir le Memorial Sloan Kettering Cancer Center, l'un des établissements oncologiques les plus prestigieux au monde. En 1891, Coley est confronté à un cas qui va changer sa vie. Un jeune patient atteint d'un sarcome inopérable de la tête et du coup développe une infection grave par le streptocoque érysipèle. À cette époque, une infection aussi sévère était souvent mortelle, mais quelque chose d'inattendu se produit à mesure que l'infection se développe, la tumeur de Coley régresse. Elle régresse, puis disparaît. Le patient est guéri, pas en rémission, guéri. Coley, qui est un scientifique rigoureux, ne conclut pas immédiatement à un miracle. Il cherche dans les archives médicales de son hôpital et trouve 10 cas similaires, des cancers apparemment incurables qui ont régressé après une infection bactérienne sévère. Il formule une hypothèse,
Le système immunitaire, activé par l'infection, reconnaît et détruit non seulement les bactéries, mais aussi les cellules cancéreuses. C'est l'hypothèse de l'immunothérapie. En 1891, soit 60 ans avant que le terme immunothérapie entre dans le vocabulaire médical grand public, Collet développe un mélange de bactéries tuées, Streptococcus pyogenes et Serratia marcescens, qu'il injecte directement dans les tumeurs de ses patients. Ce mélange provoque une réaction immunitaire intense, fièvre, inflammation, et dans de nombreux cas, la tumeur régresse. Entre 1891 et 1936, Collet traite près de 1000 patients avec ces toxines. Son taux de rémission complète, patients sans trace de cancer après 5 ans, est d'environ 40% pour certains types de sarcomes. 40%. Comparez ça aux 2,3% de la chimiothérapie 100 ans plus tard. Collet publie ses résultats dans des revues médicales. Il est reconnu, cité, admiré par certains de ses collègues. Mais il rencontre aussi une résistance institutionnelle croissante. La radiothérapie, qui se développe rapidement au début du Brince siècle, est présentée comme plus moderne, plus scientifique, plus contrôlable que les injections bactériennes de Collet. L'American Cancer Society, fondée en 1913 avec un soutien financier significant de la famille Rockefeller, commence à cataloguer les toxines de Collet comme une thérapie non prouvée et potentiellement dangereuse. En 1962, 26 ans après la mort de Collet, la FDA, l'agence américaine du médicament, on classe officiellement les toxines de Collet comme un nouveau médicament nécessitant des essais cliniques rigoureux pour être utilisés, rendant leur usage pratiquement impossible en dehors d'un cadre de recherche. La porte se referme. Les toxines de Collet disparaissent des protocoles médicaux officiels. Et la chimiothérapie, qui offre aux médecins une substance mesurable, brevetable et vendable, prend leur place. Voici maintenant la question que vous devez vous poser. Pourquoi la famille Rockefeller a-t-elle joué un rôle dans la marginalisation des toxines de Collet? Pour répondre à cette question, il faut comprendre ce que John D. Rockefeller et ses héritiers ont fait à la médecine américaine, et par extension à la médecine mondiale, au cours du 100 siècle. À la fin du XIe siècle, John D. Rockefeller est l'homme le plus riche du monde. Sa fortune, construite sur le pétrole, s'étend à d'autres industries. En 1900, il commence à s'intéresser à la médecine, pas par philanthropie, par stratégie. Parce que la médecine, à cette époque, est un domaine fragmenté, hétérogène, où coexistent des dizaines d'approches différentes. La médecine allopathique, l'homéopathie, la naturopathie, la médecine par les plantes. Et Rockefeller voit dans cette fragmentation une opportunité. En 1910, il finance une étude commandée à Abraham Flexner, un éducateur sans formation médicale, mais doté d'une rigueur systématique sur l'état des facultés de médecine américaines. Le rapport Flexner, publié en 1910, conclut que la plupart des facultés de médecine américaines sont insuffisantes et recommande une standardisation radicale. Cette standardisation va dans un sens très précis. La médecine allopathique, basée sur des substances chimiques synthétiques, les médicaments, et sur une vision mécaniste du corps humain. Les approches alternatives, homéopathie, naturopathie, médecine par les plantes, sont progressivement éliminées des curricula. Les facultés de médecine qui ne se conforment pas ferment. En l'espace de 15 ans, le nombre de facultés de médecine américaines passe de 155 à 31. Et les 31 survivantes ont tout un point commun, elles sont financées en partie par la Fondation Rockefeller et par la Fondation Carnegie. Rockefeller ne contrôle pas la médecine américaine, mais il a façonné le cadre dans lequel la médecine américaine se développe. Un cadre dans lequel les médicaments chimiques synthétiques, brevetables et vendables, sont la norme, et les approches non brevetables, les bactéries de Collet, les plantes médicinales, la nutrition, sont marginalisées. Ce n'est pas un complot, c'est une structure économique. Et cette structure économique a des conséquences directes sur les traitements que vous recevez aujourd'hui, 100 ans plus tard. Mais l'histoire de la suppression des alternatives à la chimiothérapie ne s'arrête pas à Collet. Elle continue avec un scientifique allemand dont le nom mérite d'être connu de chaque habitant de cette planète. Otto Heinrich Warburg est né en 1883. Il a obtenu un doctorat en chimie à l'université de Berlin et un second en médecine à l'université de Heidelberg. Il est l'un des scientifiques les plus brillants de sa génération. En 1931, il reçoit le prix Nobel de physiologie ou médecine pour avoir découvert comment les cellules utilisent l'oxygène pour produire de l'énergie, un processus qu'on appelle aujourd'hui la respiration cellulaire, ARA et ARA. Mais ce n'est pas pour ça que je vous parle de lui. Je vous parle de lui parce qu'en 1924, 7 ans avant son Nobel, Warburg avait formulé une hypothèse sur la nature fondamentale du cancer. Une hypothèse qui, si elle avait été prise au sérieux et poursuivie avec les ressources qu'elle méritait,
aurait peut-être changé l'histoire de la médecine oncologique. L'hypothèse de Warburg est la suivante. Les cellules normales produisent leur énergie par respiration aérobie, c'est-à-dire en utilisant de l'oxygène pour brûler le glucose et produire de l'ATP, la molécule d'énergie cellulaire. Les cellules cancéreuses, observe Warburg, ont un métabolisme fondamentalement différent. Même en présence d'oxygène suffisant, elles préfèrent produire leur énergie par fermentation lactique, un processus beaucoup moins efficace mais beaucoup plus rapide, qui permet une multiplication cellulaire accélérée. Warburg appelle ça l'effet Warburg, et il formule la conclusion suivante: le cancer n'est pas principalement une maladie génétique, une maladie causée par des mutations dans l'ADN cellulaire. Le cancer est principalement une maladie métabolique, une maladie du métabolisme énergétique cellulaire. Cette distinction est fondamentale parce que si le cancer est une maladie génétique, la stratégie thérapeutique logique est de chercher les mutations spécifiques et de les cibler, ce qui est précisément ce que fait la médecine oncologique moderne avec ses thérapies ciblées et ses inhibiteurs de kinase. Mais si le cancer est une maladie métabolique, la stratégie thérapeutique logique est de modifier l'environnement métabolique dans lequel les cellules cancéreuses survivent, ce qui pourrait impliquer des interventions nutritionnelles, des modifications de la glycémie, une régulation de l'insuline et d'autres approches que l'industrie pharmaceutique ne peut pas facilement breveter et vendre. Warburg était Nobel. Warburg était irréfutable sur la réalité de l'effet. Warburg, qui est aujourd'hui un fait biologique établi, accepté par toute la communauté oncologique, mais son interprétation, parce qu'une maladie métabolique se traite principalement par le régime alimentaire, l'exercice et des modifications du mode de vie, pas par des médicaments à 1 000 € la perfusion. Il faut maintenant vous parler de la guerre contre le cancer, pas la guerre métaphorique, la vraie guerre, celle que le président Richard Nixon a déclarée officiellement le 23 décembre 1971 en signant le National Cancer Act, la loi nationale contre le cancer. Nixon a alloué $1,5 milliard sur 3 ans à la recherche contre le cancer, avec un objectif annoncé: trouver un remède au cancer d'ici le bicentenaire des États-Unis, soit 1976, 5 ans. Il a affirmé devant les caméras de télévision que le cancer serait vaincu d'ici 5 ans grâce à l'investissement massif de ressources scientifiques et financières. Nous sommes en 2024, 53 ans après la déclaration de guerre de Nixon. Les États-Unis ont dépensé depuis lors plus de $500 milliards dans la recherche contre le cancer. Et le cancer tue encore 10 millions de personnes par an dans le monde. 10 millions. Chaque année. Chaque année. En 1971, la probabilité qu'un Américain développe un cancer au cours de sa vie était de 1 sur 4. Aujourd'hui, après 50 ans de guerre et $500 milliards, elle est de 1 sur 2. La guerre contre le cancer n'a pas été perdue. Elle n'a même pas été gagnée au sens partiel du terme. Certains cancers, certains types de leucémie pédiatrique, certains lymphomes, certains cancers du testicule sont aujourd'hui traités avec des taux de survie très élevés. Ce sont des victoires réelles et importantes. Mais pour les cancers qui tuent le plus, le cancer du poumon, le cancer du pancréas, le cancer du foie, le cancer du côlon aux stades avancés, les taux de survie à 5 ans n'ont pas connu d'amélioration révolutionnaire. Ils ont progressé modestement de quelques points de pourcentage sur 50 ans. Et la chimiothérapie, la grande arme de cette guerre, contribue à ces progrès à hauteur de 2,3%. Alors que se passe-t-il avec les 497,7% restants de la survie à 5 ans? Ils sont dus à la chirurgie, à la radiothérapie, au dépistage précoce, au système immunitaire du patient, au changement de mode de vie et à des facteurs que la médecine ne contrôle pas encore complètement. Pas à la chimiothérapie, mais c'est la chimiothérapie qu'on vous prescrit. C'est la chimiothérapie qui rapporte $180 milliards par an à l'industrie pharmaceutique mondiale. 180 milliards par an. C'est le chiffre d'affaires annuel de l'oncologie pharmaceutique mondiale en 2023. Et ce marché croît de 7 à 10% par an. Parce que le cancer croît, parce que le cancer tue de plus en plus de personnes, parce que la guerre que Nixon a déclarée en 1963 n'est pas une guerre dont l'industrie pharmaceutique veut voir la fin. Je dois maintenant vous parler d'un homme dont vous n'avez probablement jamais entendu le nom. Il s'appelle Stanisław Burzynski. Il est né en 1943 en Pologne, a obtenu son doctorat en médecine et son doctorat en biochimie à l'Université médicale de Lublin, et a émigré aux États-Unis en 1970, où il a rejoint le département de biochimie du Baylor College of Medicine à Houston, Texas. En 1976, Burzynski publie les résultats de ses recherches sur des peptides naturels présents dans le sang et l'urine humain
des molécules qu'il appelle les antinéoplastons. Son hypothèse, ces peptides, présents à des concentrations plus faibles chez les patients cancéreux que chez les personnes saines, jouent un rôle dans le contrôle de la prolifération cellulaire. En les administrant à des patients cancéreux, il pense pouvoir réactiver les mécanismes naturels qui empêchent les cellules de se multiplier anarchiquement. Entre 1976 et 1995, Burzynski traite des centaines de patients avec ces antinéoplastons, notamment des patients atteints de tumeurs cérébrales, malignes en phase terminale, des glioblastomes et des astrocytomes pour lesquels la médecine conventionnelle n'offrait aucun espoir. Certains de ces patients, déclarés en phase terminale par d'autres oncologues, sont en rémission complète 20 ans plus tard. Leurs dossiers médicaux existent. Leurs témoignages sont documentés, leurs IRM avant et après traitement sont disponibles. En 1995, la FDA lance des poursuites judiciaires contre Burzynski. Les charges, distribution de médicaments non approuvés à travers les frontières des États. Le jury populaire, pas le juge fédéral, le jury populaire composé de citoyens ordinaires, acquitte Burzynski sur tous les chefs d'accusation. La FDA relance des poursuites. Un deuxième procès s'ouvre. Deuxième acquittement. La FUDA lance une troisième procédure. À cette époque, Burzynski est protégé par une coalition de patients et de familles. De patients qui ont créé le Burzynski Patient Group, un groupe de pression composé de centaines de familles dont les proches sont en vie grâce aux antinéoplastons et qui se battent pour que ce traitement reste disponible. En 1987, sous la pression politique de ce groupe, le Congrès américain convoque une audition sur les antinéoplastons. Des témoignages poignants sont entendus. Des patients en rémission de glioblastome terminal défilent devant les élus. La FDA abandonne les poursuites. Il est toujours en activité aujourd'hui, à l'âge de 81 ans, dans sa clinique de Houston. Ces antinéoplastons ne sont toujours pas approuvés par la FDA. Les essais cliniques en phase 2, ceux qui permettraient une approbation, n'ont jamais été financés ni par les instituts nationaux de santé américains, ni par les laboratoires pharmaceutiques, parce que les antinéoplastons, composés de peptides naturels présents dans l'organisme humain, ne peuvent pas être brevetés. Et ce qui ne peut pas être breveté ne peut pas générer de profit. Et ce qui ne peut pas générer de profit ne sera jamais financé par une industrie dont la mission statutaire envers ses actionnaires est de maximiser les profits. Il faut maintenant aborder quelque chose que les défenseurs du statu quo médical brandissent toujours à ce stade de la conversation. Ils disent « Mais toutes ces thérapies alternatives, elles n'ont pas fait leurs preuves dans des essais cliniques randomisés contrôlés. La chimiothérapie, elle, a fait ses preuves. » Et c'est vrai, la chimiothérapie a fait ses preuves. Ces preuves sont là, 2,3% de contribution à la survie à 5 ans. Ce sont ces preuves. Certifiées par des oncologues, publiées dans une revue académique du Royal College of Radiologists. Mais voici le problème avec l'argument des essais cliniques randomisés. Un essai clinique randomisé contrôlé coûte entre 500 millions et 2 milliards de dollars. Ce montant ne peut être levé que par une grande entreprise pharmaceutique, par un gouvernement ou par un institut national de recherche. Les entreprises pharmaceutiques ne financeront jamais un essai clinique sur une thérapie qu'elles ne peuvent pas breveter. C'est économiquement suicidaire. Les gouvernements, dont les agences de régulation médicale, sont largement financés par les frais de dossier payés par les laboratoires pharmaceutiques. La FDA reçoit environ 45% de son budget de l'industrie qu'elle est censée réguler, ne finance pas spontanément des recherches sur des thérapies concurrentes aux thérapies brevetées. Et les instituts de recherche académiques dépendent de subventions dont les orientations sont en partie influencées par les mêmes grandes entreprises pharmaceutiques qui siègent dans leur conseil d'administration et financent leurs chaires. Ce système, un système dans lequel la preuve scientifique requise pour approuver un traitement est physiquement inaccessible sans le financement de ceux qui ont un intérêt financier à ce que ce traitement ne soit jamais approuvé. Ce système n'est pas un complot, c'est une structure économique dont personne n'est individuellement responsable, dont chaque acteur peut honnêtement affirmer qu'il fait son travail selon les règles établies, mais dont le résultat global est que certains traitements potentiellement efficaces n'obtiendront jamais les ressources nécessaires à leur validation, pendant que la chimiothérapie cytotoxique, dont la contribution à la survie est de 2,3%, continue de drainer 180 milliards de dollars par an dans les coffres d'une industrie dont les dirigeants sont parmi les mieux payés du monde. Voici maintenant l'histoire de Max Gerson. Max Gerson est né en 1881 en Allemagne. Médecin formé à l'université de Freiburg, il développe dans les années 1920 une thérapie nutritionnelle à base de jus de fruits et légumes frais, de suppléments nutritionnels, d'enzymes pancréatiques et d'élimination des toxines, ce qu'on appelle aujourd'hui la thérapie Gerson. Dans les années 1930,
Gerson traite le docteur Albert Schweitzer, prix Nobel de la paix 1952, l'une des figures humanistes les plus respectées du Xe siècle, pour un diabète de type 2 sévère. Schweitzer est guéri. Il écrit à Gerson: « Je vous considère comme un des génies médicaux les plus éminents dans l'histoire de la médecine. » Gerson émigre aux États-Unis en 1936, fuyant le nazisme. Il continue à traiter des patients à New York, notamment des patients cancéreux en phase terminale. En 1946, il présente sa thérapie et ses résultats devant une commission du Sénat américain, le comité Pepper-Neru sur la recherche médicale. Il présente 5 patients guéris de cancer en phase terminale. Ces patients témoignent. La commission est impressionnée. Un projet de loi de 100 millions de dollars pour financer la recherche sur la thérapie. Gerson est soumis au Sénat. Il est rejeté par 4 voix. L'American Medical Association, qui représente à l'époque les intérêts des laboratoires pharmaceutiques naissants, fait pression pour son rejet. L'American Medical Association, qui représente à l'époque les intérêts des laboratoires pharmaceutiques naissants, et à l'amicale des laboratoires faire maison des intérêts des laboratoires sceptiques, naissant des époques-élections. En 1949, l'AMA classe officiellement la thérapie Gerson comme un traitement non prouvé et potentiellement dangereux. En 1958, Gerson publie son livre Un traitement du cancer, résultat de 50 cas. Il meurt en 1959. Sa clinique, interdite aux États-Unis, se réinstalle à Tijuana, au Mexique, juste de l'autre côté de la frontière californienne. Elle est toujours en activité aujourd'hui. Des patients américains, canadiens et européens traversent la frontière pour y recevoir un traitement que leur propre pays refuse de valider ou même d'étudier. Revenons maintenant aux données. Parce que depuis l'étude de Morgan, Ward et Barton en 2004, d'autres recherches ont éclairé la question de l'efficacité réelle de la chimiothérapie d'une façon que les oncologues ne partagent généralement pas spontanément avec leurs patients. En 2013, une étude publiée dans le British Medical Journal, l'une des 5 revues médicales les plus importantes au monde, a analysé les demandes d'approbation de médicaments anticancéreux soumises à l'Agence européenne des médicaments entre 2009 et 2013. Cette étude, conduite par le Dr Vinay Prasad de l'Université de Californie à San Francisco, a trouvé que sur les 48 médicaments anticancéreux approuvés par l'EMA durant cette période, seulement 26, soit 54%, avaient démontré une amélioration de la survie globale du patient au moment de leur approbation. Les 22 autres avaient été approuvés uniquement sur la base d'un critère intermédiaire, généralement la réduction de la taille de la tumeur, appelée réponse tumorale, sans que l'on sache avec certitude si cette réduction de la taille tumorale se traduisait par une augmentation réelle de la durée de vie du patient. En d'autres termes, plus de la moitié des médicaments anticancéreux approuvés en Europe entre 2009 et 2013 n'avaient pas prouvé qu'ils prolongeaient la vie des patients au moment de leur mise sur le marché. Et le prix moyen de ces médicaments, entre 50 000 et 250 000 euros par patient et par an. En 2017, la même équipe a publié un suivi de cette étude, analysant si les médicaments approuvés sur la base de critères intermédiaires avaient par la suite démontré une amélioration de la survie globale. Résultat, 5 ans après l'approbation, plus de la moitié d'entre eux n'avaient toujours pas démontré qu'ils prolongeaient effectivement la vie. Ces médicaments continuaient pourtant à être remboursés par les systèmes de santé publics et privés. Ces études ont été publiées, elles ont été discutées dans la communauté oncologique. Quelques éditoriaux dans des revues médicales ont posé la question de la transparence de l'industrie pharmaceutique dans ces demandes d'approbation. Rien n'a changé. Il faut maintenant vous parler d'une chose que personne ne vous dit dans un cabinet d'oncologie. Quelque chose que la médecine sait, que les oncologues savent, que les chercheurs savent et que les patients ne savent généralement pas. La chimiothérapie est elle-même cancérigène. Pas métaphoriquement, chimiquement, mécaniquement. Les agents cytotoxiques utilisés en chimiothérapie agissent en endommageant l'ADN des cellules qui se divisent rapidement pour les empêcher de se reproduire. Les cellules cancéreuses se divisent rapidement, mais d'autres cellules du corps se divisent aussi rapidement, les cellules de la muqueuse intestinale, les cellules des follicules pileux, les cellules du système immunitaire. C'est pourquoi la chimiothérapie provoque une perte des cheveux, des nausées, une immunodépression sévère. Mais voici ce qu'on ne vous dit pas. Les mêmes dommages à l'ADN qui tuent les cellules cancéreuses pendant une chimiothérapie peuvent, dans d'autres cellules, initier de nouvelles mutations cancéreuses. Ce phénomène, les cancers secondaires induits par la chimiothérapie, est documenté dans la littérature médicale depuis les années 1980. Les patients traités par certains agents alkylants, notamment le cyclophosphamide, le melphalan et le chlorambucil, ont un risque significativement augmenté de développer des leucémies secondaires, plusieurs années après leur traitement. Ce risque est connu. Il est mentionné dans les notices médicales, mais il est rarement expliqué aux patients avec la clarté et l'honnêteté qu'ils méritent. En 2012,
Une étude publiée dans la revue PLOS, conduite par le Dr Mark Shackleton de l'Université de Melbourne, a montré que certains agents de chimiothérapie utilisés pour traiter le cancer du sein stimulaient la croissance des cellules souches cancéreuses, les cellules à l'origine des métastases et des rechutes. Autrement dit, dans certains cas, la chimiothérapie ne se contente pas de ne pas fonctionner. Elle empire activement la situation en rendant les cellules cancéreuses restantes plus résistantes et plus agressives. Cette étude a été publiée dans une revue en accès libre. Elle a été citée et le monde a continué de tourner. Maintenant, je veux être précis avec vous parce que cette vidéo n'est pas un pamphlet anti-médecine. Ce n'est pas un appel à rejeter tous les traitements conventionnels. La chimiothérapie sauve des vies réelles, des vies documentées. Dans les leucémies aiguës, lymphoblastiques de l'enfant, le taux de guérison dépasse 85% grâce à la chimiothérapie. Dans le cancer du testicule, les régimes à base de cisplatine permettent des taux de survie à 5 ans supérieurs à 90%. Dans certains lymphomes de Hodgkin, la chimiothérapie est curative. Ces victoires sont réelles. Elles ne doivent pas être effacées, mais elles concernent un nombre limité de types de cancers. Généralement des cancers qui se développent dans des cellules naturellement sensibles aux agents cytotoxiques. Pour la grande majorité des cancers solides, poumon, pancréas, foie, côlon avancé, sein métastatique, les données sont celles que Morgan, Ward et Barton ont calculées. Et dans ce contexte, le refus systématique de l'établissement médical de financer des essais cliniques rigoureux sur des approches alternatives, immunothérapie non brevetée comme les toxines de Collet, approches métaboliques comme celles que Warburg suggérait, thérapie nutritionnelle comme la thérapie Gerson. Ce refus n'est pas de la rigueur scientifique, c'est de la frilosité économique habillée en rigueur scientifique. Et la différence entre les deux est une question de vie ou de mort pour des millions de patients. Voici ce que je veux que vous reteniez de cette vidéo. Pas que la médecine est corrompue, pas que tous les oncologues sont des agents des laboratoires pharmaceutiques, pas que la chimiothérapie ne fonctionne jamais. Mais ceci, en 2004, 3 oncologues australiens ont publié dans une revue scientifique reconnu que la chimiothérapie cytotoxique contribuait à 2,3% de la survie à 5 ans des patients cancéreux adultes en Australie et que l'utilisation routinière de ce traitement méritait d'être revue de façon critique. Cette publication existe, ces données existent. Et si votre médecin ne vous a jamais parlé de cette étude, si vous avez subi une chimiothérapie sans qu'on vous ait présenté les données brutes sur son efficacité, si vous avez regardé un proche perdre ses cheveux et souffrir pendant des mois sans qu'on lui ait présenté une alternative validée, alors posez la question, pas pour rejeter la médecine, mais pour exercer ce droit fondamental que tout patient possède, le droit à l'information complète, le droit à un consentement éclairé qui soit réellement éclairé, le droit de savoir ce que la science dit réellement, pas ce que l'industrie pharmaceutique veut que vous croyiez qu'elle dit. William Collet, Otto Warburg, Max Gerson, Stanislaw Burzynski, ces noms méritent d'être dans les manuels de médecine. Leurs travaux méritent d'être financés, étudiés, réfutés ou confirmés avec les mêmes ressources qu'on alloue aux agents cytotoxiques. Et les patients du monde entier méritent que cette conversation ait lieu à voix haute, dans les cabinets médicaux, dans les hôpitaux, dans les parlements et dans les médias, pas seulement dans les archives poussiéreuses d'une revue académique que personne ne lit.